La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Eric Cantona, qui joue dans l'équipe de Manchester, a beau être un génie, cela n'excuse pas la violence. Hier soir, il s'est jeté sur un supporter d'une équipe londonienne, façon kung-fu. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles espèrent que des sardines seront jetées à la mer. La phrase est signée Eric Cantona. Attaquant, poète, acteur et bagarreur, Eric Cantona et son éternel col relevé ont durablement marqué l'histoire du foot dans les années 90. Sa carrière a pris un tournant brutal lorsqu'il a agressé un supporter en plein match en 1995. Cette affaire a déchaîné la presse britannique durant des mois, mais Eric Cantona est parvenu à retourner l'opinion. Il a fait d'un moment de honte un moment de gloire. Histoire d'un coup de pied légendaire, histoire d'un kung-fu kick devenu légendaire. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Et retour aujourd'hui, il y a presque 30 ans dans cette émission, dans les années Cantona et celle de Manchester United des années 90, années fastes du club mancunien qui revient de loin alors à l'époque, après des décennies de disette avec son célèbre entraîneur Sir Alex Ferguson. Le club se met à tout gagner. Le football anglais perce aussi à nouveau sur la scène internationale avec la fameuse Premier League et se refait une image après les catastrophiques années 80 marquées par le hooliganisme. C'est au milieu de ce renouveau sportif et d'image qu'Eric Cantona agresse un supporter qu'il avait insulté depuis le bord du terrain. L'image fera le tour du monde et va replonger une nouvelle fois le foot anglais dans une affaire extra-sportive où se mêlent sport et violence. Et pourtant, ce football anglais va s'en remettre et continuer sa longue route pour finir par dominer la planète foot, comme on le connaît aujourd'hui. Mais en plus, Eric Cantona va s'en remettre aussi. Même si c'est un coup dur pour sa carrière, ce sera pas un coup dur pour son image. En assumant, en revendiquant même cette agression, il va parvenir à rester un joueur adulé, un joueur culte des supporters de Manchester. Alors que dit cette histoire du football? Que dit-elle de la gestion de la pression par les joueurs? Que dit-elle aussi de la gestion de l'image? Et puis, bien sûr, que dit-elle d'Eric Cantona? Voilà une petite série de questions qu'on va aborder aujourd'hui avec deux vrais amoureux du foot anglais. Imad Messoudi, bonjour. Bonjour. Footballeur, journaliste, ici. J'aurais pu être footballeur, non, c'est pas vrai. Non, vous êtes surtout journaliste, ici à l'RTBF. Plutôt Arsenal que Manchester. 100% Arsenal. Oui, tout à fait. Mais vous êtes quand même prêt à parler pas que de Arsenal. Ah non, évidemment. Et effectivement, Eric Cantona, c'est une figure tutélaire du football anglais. On avait beaucoup de choses à dire. Et avec nous, Frédéric Wassège, bonjour. Bonjour. Ancien joueur, consultant, journaliste sportif. Alors, vous avez rencontré plusieurs fois Cantona dans votre carrière et dans votre bureau, m'avez-vous dit, trône une photo qui compte beaucoup, celle de ce fameux Kung Fu Kick. Oui, devant mon bureau, j'ai un mur des légendes où je mets toutes les personnes que j'aime. Il n'y a que des musiciens et des acteurs. Il y a deux sportifs, c'est Mohamed Ali et Cantona. Justement, cette photo que j'avais achetée à Manchester d'ailleurs, parce que c'est pas un hasard où il donne ce coup. Pourquoi ? Parce que ça m'a marqué. Et puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit waouh, il fait ce que des dizaines, voire des centaines de footballeurs rêveraient de faire, tellement on se fait insulter tout le temps. Et personne n'ose. Mais Cantona, lui, c'est un footballeur tellement au-dessus de tout qu'il s'en fout un peu des conséquences. Et lui, il a osé ce jour-là. On se plonge tout de suite dans nos archives. On est en 1995. Nous sommes le 25 janvier 1995. Manchester United joue contre Crystal Palace. Objectif, la première place du championnat anglais. Avec son entraîneur, Sir Alex Ferguson, l'équipe de Manchester vit une vraie renaissance. Elle, qui n'avait plus rien remporté depuis les années 60, est revenue au top. Elle a remporté un doublé en 94 et 93 et vise le triplé avec son attaquant star, Eric Cantona, le petit Français, au col relevé et au caractère de terre.
Ce soir-là, le match est rude. En face, Crystal Palace, nouveau promu en Première Ligue, casse le jeu flamboyant de Manchester. Eric Cantona subit tacle sur tacle du défenseur Richard Shaw. Parfois régulier, parfois beaucoup moins. Mais l'arbitre laisse jouer. Sur un dégagement du gardien allemand de Manchester, Peter Schmeichel, Eric Cantona commet une faute sur un Richard Shaw qui l'a plusieurs fois mis au sol. Un tacle de frustration, certainement. L'arbitre siffle, c'est carton rouge pour Cantona. Les joueurs s'agglutinent autour de l'arbitre, la tension monte, mais à l'écart, Cantona reste calme et ne conteste pas. Comme le signe de sa résignation, il replie le col de son maillot et se dirige vers les vestiaires. Sous les sifflets, il passe devant la tribune des supporters de Crystal Palace. C'est une marche de la honte que connaissent malheureusement bien les footballeurs, surtout en Angleterre, où il n'y a pas de barrière qui les sépare des tribunes. Soudain, Eric Cantona se rue vers un supporter qui l'invective. Il saute et lui assène un violent coup de pied sur le torse. Déséquilibré par son coup, Cantona tombe. Il se relève et décroche un coup de poing supplémentaire en plein visage de Matthew Simmons, l'homme qui l'a provoqué. Matthew Simmons recule de quelques mètres, sonné. La foule des supporters hostiles est hébétée. Autour de lui, un attroupement se forme. Le gardien de Manchester, Peter Schmeichel, court pour le calmer. Il demande à Cantona s'il est devenu fou. Eric Cantona rentre dans les vestiaires sous les lazis et les jets de bière. Son entraîneur, Alex Ferguson, n'a pas un regard pour lui. L'affaire Cantona vient de démarrer. Tous les journaux britanniques mettent à la une aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France de football et réclament sa suspension à vie. Eric Cantona, qui joue dans l'équipe de Manchester, a beau être un génie, cela n'excuse pas la violence. Hier soir, il s'est jeté sur un supporter d'une équipe londonienne. Façon kung-fu, dit le commentateur de la BBC, un média d'habitude unemotional. Au lendemain de la bagarre, c'est la stupeur. Les journaux britanniques entrent en campagne contre Eric Cantona. Pour l'exemple, ils demandent la suspension à vie du joueur français. La presse sportive condamne unanimement son geste un peu partout dans le monde. À la RTBF, Franck Baudonc lui taille un costume à sa façon. Dans les îles, comme partout, le titre de vedette est souvent mis à l'épreuve. Comme partout, le public peut se montrer cruel, mais plus que partout ailleurs, un champion doit être capable de résister même aux vociférations imbéciles. En Angleterre, personne ne demande aux footballeurs de vivre dans l'ascèse. Le sportif ne craint pas la bière et ne court pas chez le psychanalyste, mais jamais, au grand jamais, il ne peut perdre ce qu'il faut de dignité essentielle. Le respect du public est une convention non écrite mais sacrée. Tout est perdu pour celui qui la brise. Cantona s'est sans doute disqualifié et dans bien des stades anglais, il sera désormais difficile de l'accueillir encore. Mais au-delà de cet incident très grave, Eric Cantona a-t-il jamais compris que le génie, les beaux gestes et les grands buts ne font pas seuls les vrais champions? Les buts ne font pas seuls les vrais champions, dit Franck Baudonc. Il ne croit pas si bien dire. Car Eric Cantona va le prendre au pied de la lettre. Mais pas tout de suite. Tout de suite, il faut affronter la tempête qui s'abat sur lui. Face au tollé, son club, Manchester United, prend les devants et le suspend 4 mois jusqu'à la fin de la saison. La fédération anglaise renchérit, ce sera 8 mois. Le jugement est tombé pour le turbulent français. Eric Cantona ne jouera plus en Angleterre avant le 30 septembre prochain. C'est la sanction prise aujourd'hui par la Fédération anglaise de football.
Cantona était accusé d'avoir discrédité le jeu de football, comme le précise une loi non écrite spécifique à l'Angleterre. Une sanction alourdie d'une amende de plus de 500 000 francs belges, ceci malgré les excuses de l'intéressé et ses promesses de ne plus jamais recommencer. Éric Cantona s'excuse et ne consent à aucune autre déclaration. Il garde le silence, il a la tête basse, le bad boy français. Une tête basse stratégique, car la justice anglaise l'inculpe d'agression. Cantona risque jusqu'à 6 mois de prison. Il passe donc devant le juge. Il explique qu'il n'a pas su se maîtriser lorsque Matthew Simmons lui a crié une insulte raciste. Simmons savoura. Il a crié « enculé de bâtard français ». Si Cantona s'excuse, Simmons, lui, n'arrange pas son cas. La presse fouille dans son passé et découvre que Simmons est un sympathisant du National Front, un parti d'extrême droite britannique. C'est aussi un hooligan, connu pour de nombreux faits de violence. Pas malin, Simmons insultera le juge en pleine audience et écopera d'une condamnation pour menace à magistrat. Le coup de pied d'Éric Cantona s'éclaire alors d'un jour nouveau. Ce geste irréfléchi deviendrait presque un acte de résistance politique face à une brute raciste. Ceci explique peut-être qu'au bout du compte, Cantona écope d'une peine légère. En passant au sport, nous ne quittons pas les cours et tribunaux. En Angleterre, le tribunal d'appel de Croydon a condamné aujourd'hui le footballeur Éric Cantona à 120 heures de travaux d'intérêt général. Cantona avait été condamné à 2 semaines de prison ferme pour avoir agressé un spectateur à l'issue d'un match en janvier. Il a fait appel, il n'ira donc pas en prison, mais il va devoir travailler maintenant pour le bien commun. Pas de prison, mais condamné quand même. Éric Cantona peut maintenant arrêter son cinéma. Fini l'amende honorable, fini de baisser la tête face à la presse qui le harcèle de questions, qui le presse de sortir du silence. Tout d'un coup, il fait face. Sûr de lui, théâtral, il décoche une réplique devenue mythique. Éric va vous ajouter un petit mot simplement pour votre sagacité et votre esprit. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer. Devant lui, l'auditoire de journalistes est incrédule. Cette phrase d'Éric Cantona suscite encore aujourd'hui bien des débats sur son sens profond. On y trouve en tout cas beaucoup d'ironie contre la presse et surtout, on n'y trouve aucune trace de mea culpa. Éric Cantona va désormais assumer son geste, le revendiquer même. Oui, il va s'en servir pour tailler son image de bad boy. Au bout du compte, ce coup de pied, il va en faire un pilier de sa légende. Cantona n'a sans doute pas réfléchi son geste, mais il réfléchit bien à la manière de l'intégrer à son récit. Celui d'un homme fidèle à son club, à ses supporters, qui se bagarrent parfois, mais pour défendre son honneur et défendre leur honneur. Car c'est pour eux, les supporters, qu'il dit avoir frappé ce jour-là. Écoutez bien cette interview qu'il donne à la BBC quelques années plus tard. Si vous pouviez partir avec un seul souvenir du temps où vous étiez joueur, ce serait lequel ? Quand j'ai fait du kung-fu sur un hooligan. Vraiment ? Vous plaisantez ? Oui, je plaisante. Je pense que c'est comme un rêve pour plein de gens, frapper ce genre de mec. Je l'ai fait pour eux, pour qu'ils soient heureux. Certaines personnes sont sous pression, au travail, chez eux, partout. Ils veulent faire quelque chose, mais ne le peuvent pas. Alors quand quelqu'un d'autre fait quelque chose, c'est comme un soulagement pour eux.
Ils ont vu beaucoup de joueurs perdre la tête. Mais cette fois, un joueur est sorti et il a frappé quelqu'un. Pas n'importe qui, un hooligan. Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qu'il faut faire? Non, c'était une erreur. Mais c'est la vie. C'est moi. C'était une erreur, mais c'est la vie. C'est moi. Eric Cantona assume par ses phrases son geste et le dédie à tous ses supporters qui rêvent un jour de frapper quelqu'un qui déshonore le football. Eric Cantona était une star, le voilà maintenant une icône. Car les supporters anglais vont très largement lui pardonner. Il devient le King, un élément de la mémoire collective du football britannique. Ken Loach le fera même jouer son propre rôle dans son film Looking for Eric. Ce film raconte l'histoire d'un fan de Cantona en pleine détresse qui se réfugie dans des rencontres imaginaires avec le joueur. À un moment donné, le fan lui pose un peu la même question que ce journaliste de la BBC qu'on vient d'entendre. Quel est ton plus beau souvenir sur le terrain? Et cette fois-ci, la réponse de Cantona est bien différente. All right. Sweetest moment. Ok, le meilleur moment. It wasn't a goal. It's got to be a goal, Eric. Come on, last minute FA Cup final against Liverpool. No. Wimbledon, it's got to be Wimbledon. It was a pass. Ce n'est pas un goal, c'est une passe. My God. To Irwin against Spurs, yes! Beautiful. I know how clever he was. Je savais exactement quoi faire. Pied droit, pied gauche, au-dessus de la défense. Ça surprend tout le monde. C'est un cadeau. Une offrande au dieu du football. Parfois, j'oublie que tu es un homme, Eric. I'm not a man. I am Cantona. Je ne suis pas un homme, je suis Cantona. Voilà qui résume sans doute toute cette histoire. Le talent, l'ego, la générosité, la maîtrise de l'image, le hasard, et puis les choix. Eric Cantona est entré ce jour-là dans une autre dimension, grâce à ses coups de pied, tous ses coups de pied. La première. L'histoire continue. On refait donc l'histoire de ce Kung Fu Kick en 1995 et la légende d'Eric Cantona. Une première question peut-être à tous les deux, Fred Wassège, Imad Messoudi. Qu'est-ce que vous trouvez finalement, on va commencer par vous Imad, le plus intéressant dans cette histoire quand on la réentend comme ça dépliée par Bertrand? Que le supporter agressé par Cantona était un facho. Pour vous, ça reste ça, le cœur de l'histoire? C'est incroyable. Faut savoir que Cantona, son papa était un peintre. Du côté paternel, ils se sont battus contre Franco en Espagne. Il est très politique. Il a travaillé avec Ken Loach, Bertrand l'expliquait. Et quelqu'un comme lui, qui a boycotté le mondial au Qatar, qui a pris des positions fortes par rapport au Yémen, par rapport à la Palestine, contre l'Arabie Saoudite, que ce soit lui qui arrive qui frappe, un mec d'extrême droite qui, comme il a dit, n'a rien à faire dans un stade de foot. Mais lui, ça, il ne le sait pas au moment où il frappe. Il ne le sait pas, mais c'est le destin, et je trouve que c'est assez exceptionnel. Peut-être qu'il le savait, parce qu'il avait un blouson, vous savez, très fin, en cuir noir, etc., avec une petite cravate. Peut-être qu'il avait repéré le type de gars que c'était. Mais ça, on ne le saura jamais, ou s'il a récupéré cette histoire. Fred Wassège, qu'est-ce qui vous trouvez intéressant? Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire? Quand on reste soi-même, je veux dire, le Cantona joueur était le Cantona homme, c'est-à-dire un homme d'instinct qui passait pas toujours par la case réflexion, qui dans ce cas, et surtout dans le cas d'un footballeur, est une grande qualité parce qu'on gagne du temps pour faire jouer les autres et pour être bon sur un terrain. Et puis j'ai envie de dire que moi je trouve que souvent du chaos naît de belles choses, naît des vérités. Et donc voilà, il ne le savait peut-être pas que ce gars-là, mais voilà, c'était quand même un facho. Il y en a beaucoup qui insultent. Et la vérité, c'est que ce gars a tout perdu, son travail, sa maison. Il a dû retourner vivre chez sa mère. Il ne savait plus aller boire un verre parce qu'il se faisait allumer par tout le monde dans les pubs. Donc c'est le mauvais qui a payé. Donc voilà, quand il n'y a pas de filtre par rapport à ce qu'on est, quelle que soit la situation, moi je suis plutôt preneur. Mais est-ce que c'est pas quand même surprenant, Imad, que cette histoire
finalement, elle abîme pas l'image du football, dans le sens où on dit, ceux qui sont pas fans de foot disent c'est un sport viril, parfois violent, etc. C'est quand même étonnant que cette histoire-là n'abîme pas du tout l'image du football. Alors non, c'est vrai, mais après, Cantona, est-ce que Cantona n'est pas vraiment assimilable au reste des joueurs, en fait? C'est ça qui est marquant. Quand vous regardez sa carrière en France, avant qu'il arrive en Angleterre, il se dispute dans tous ses clubs avec tout le monde. Il est né à Marseille, mais il va à Auxerre, ça se passe mal. Il va à Nîmes, il est avec Raymond Goethals. Il est champion avec Marseille, avec Raymond Goethals, et Bernard Tapie et Goethals lui disent à un moment, ça ne va pas, et ils l'ont envoyé à Nîmes. À chaque fois qu'il s'est trouvé dans des contextes footballistiques, ça a été compliqué, sauf à Leeds, sauf à Manchester United. Et c'est vrai que je crois que cette image qu'il a, et le fait qu'il soit tellement différent de ce qu'on peut voir partout ailleurs, je crois que c'est ça qui explique que le monde du foot lui pardonne. Et puis surtout, il a été suspendu et puis il est revenu et il a gagné. Le football, c'est une industrie où il faut gagner. C'est une industrie basée sur le résultat. Si vous ne gagnez pas, vous n'êtes rien. Et lui, les 7 dernières saisons où il joue au foot, je crois qu'il gagne 6 titres. Ou les 8 dernières, il gagne 7 titres, je sais plus. Mais en tout cas, à Manchester, 5 ans, 4 titres, ça dit tout. Et à partir du moment où vous gagnez, on vous pardonne tout. Il y a peut-être de ça aussi. Fred Wassège, l'impact sur sa carrière, donc il a été suspendu 8 mois. Mais alors, on dit beaucoup que cette affaire lui a coûté une place en équipe de France. Les Français qui ont été champions en 98, 98, on ne sait pas si il aurait été sélectionné parce qu'il avait 30 ans, enfin, on ne le saura jamais. Mais vous pensez que ça a joué, peut-être ça lui a enlevé une carrière internationale? Bah évidemment, ça l'a écourté. Il était capitaine de l'équipe de France. Je vous le rappelle quand même au moment de ce fait-là. Et tout de suite, les dirigeants, Cantona, il avait une grande gueule, il parlait beaucoup, donc il a heurté beaucoup de monde. Et là, tout le monde s'est vengé, même la presse française. Rappelez-vous, la une de l'équipe le lendemain, c'est indéfendable par rapport à leur capitaine de l'équipe nationale. C'est pas commun, je veux dire. D'ailleurs, pour l'anecdote, 3 ans plus tard, il va à une émission à l'équipe. Et il dit aux 2 journalistes qui étaient à l'époque à l'équipe avec cette une, il dit « je vous pisse au cul ». Voilà, en direct, voilà. Et donc il a attendu quand même, parce que ça l'a quand même marqué de ne pas avoir été défendu par les gens qui étaient présumés le défendre. Évidemment que ça lui a coûté sa carrière, mais ça... En équipe nationale, en club, il était plus populaire que jamais. Vous savez que le lendemain de son kick kung-fu, les ventes de son maillot numéro 7 ont explosé du côté de Manchester. Vous savez que ce maillot qu'il avait ce soir-là, il est au musée de Manchester. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un fait divers qui a marqué... Qui a un impact culturel, en fait. Culturel. Et parce que dans le football, il y a quand même d'autres choses qui ne sont pas très reluisantes. Donc qu'un être humain perde la boule pendant une demi-seconde, c'est une chose. Mais toutes les saloperies qu'il y a dans le football professionnel... C'en est d'autres. Je rappellerai que cette année 95, je peux vous faire la liste de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu des jours suspendus parce qu'il pariait sur les matchs. Il y a eu un entraîneur viré parce qu'on a d'Arsenal, d'ailleurs, George Graham a été viré parce qu'on a appris qu'il touchait sur les transferts. Il y a eu plein de choses comme ça. Donc c'était une année quand même spéciale. Il y avait beaucoup de violence, mais sous plein de formes différentes, cette violence s'exprimait. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a peut-être un effet papillon. Si Cantona ne donne pas ce coup de pied, est-ce que la France est championne en 98? Ah oui, bonne idée. Parce que donc, en fait, Michel Platini sauve la carrière de Cantona, parce que c'est grâce à lui que Cantona va en Angleterre. Et Michel Platini est sélectionneur de l'équipe de France. Michel Platini met capitaine Eric Cantona. Et il se trouve que quand il est remplacé par Aimé Jacquet qui prépare la Coupe du Monde en 98, il sait que Cantona, c'est compliqué. Cantona n'est pas sélectionné pour l'Euro 96, qui se passe d'ailleurs en Angleterre, dans son jardin à Old Trafford, parce qu'il estime que ça va poser problème en termes d'harmonie au sein de l'équipe de France. Et donc, Zidane est intronisé, leader technique de l'équipe de France. Ils vont ensemble en 96. Ah oui. C'est en demi-finale, il me semble, que l'aventure s'arrête pour les Français. Et puis en 98, on sait ce qui s'est passé. Est-ce que si ce facho de Crystal Palace n'insulte pas Cantona, est-ce que la France n'est pas championne en 98? Voilà. C'est ouvert. What if? Football fiction. Exactement. Frédéric Wassège là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il a dit Euro 96 en Angleterre. Il arrive cela en 95. C'est aussi pour ça qu'ils ont voulu être sévères. Ils avaient peur que les ersatz du passé avec le hooliganisme refassent surface, et c'est pour ça qu'ils ont été aussi sévères avec lui. Oui. Un mot quand même sur Eric Cantona, qui est acteur aussi, qui a géré son image à travers cette affaire-là. Ça, c'est quand même un aspect assez passionnant du personnage. Bon, on sait qu'il a un caractère, il a une teigne, mais quelque part, il a réussi. Et cette fameuse phrase « The seagulls follows the trawler », si je le dis comme lui, c'était évidemment à destination des journalistes qui le disaient. En fait, vous adorez ce genre d'histoire. Vous ne faites que ça. Vous vendez du papier grâce à moi. C'était quasi simple aussi son message. Il est un peu anti-système au fond, non?
Oui, il y a un caractère comme ça. Je vous parle de l'homme, du footballeur, mais lui, c'était un artiste avant tout, qui s'exprimait avec les pieds. Il s'exprimait aussi avec le pinceau puisqu'il était peintre. Vous savez, quand il était suspendu, il a pris des cours de trompette. Jean-Jacques Burnel, le bassiste des Stranglers français aussi, avait un projet avec lui. Je veux dire, il y a une pièce de théâtre qui s'est montée, qui a été jouée pendant 3 ans sur cette affaire. Voilà, donc c'est quelqu'un qui déclenche plein de choses différentes, mais c'était plus que footballeur. Donc voilà, il était un symbole des gens qui ne sont pas obligés de suivre le système dans lequel ils s'enrichissent et ils s'épanouissent. Fred Wassel, je le disais à l'instant, il y avait cette crainte au moment de l'Euro 96 de voir la violence dans les stades, cette crainte du hooliganisme, parce que ce Kung Fu Kick, il arrive aussi, Imad, à un moment où le foot anglais est en pleine renaissance. Ouais, c'est intéressant que le premier titre de Cantona à Leeds, c'est le dernier titre de la First Division en 92, qui deviendra l'année suivante la Premier League. C'est un moment vraiment charnière parce qu'à ce moment-là, les clubs de la Premier League, de la Première Division anglaise, vont se mettre ensemble, s'entendre pour commencer à mieux marketer le foot anglais. On sort, comme le disait Fred tout à l'heure, de la décennie de la honte, des années 80 en Europe, avec des droits télé compliqués, avec l'interdiction de jouer en Europe pour les Anglais. Et donc là, il y a une prise de conscience qu'il faut mieux faire en termes de droits télé. C'est l'émergence de Sky aussi en Angleterre, les droits télé qui vont commencer à être très importants. Et c'est vrai que Cantona est vraiment à la charnière de ça, parce que il est donc à la charnière du début de la Première Ligue. Il est aussi, et peut-être on va en reparler plus tard, à la charnière de l'arrivée des étrangers. La Grande-Bretagne, c'est un foot très particulier où, a priori, il y avait assez peu d'étrangers à l'époque. Et Cantona, en plus, un Français, va venir mettre tout le monde d'accord en Angleterre. Et ça va être vraiment le début de l'arrivée massive de joueurs et d'entraîneurs de qualité de très haut niveau qui vont faire aujourd'hui du championnat anglais, en fait, la Super League de base. Elle est déjà là, elle existe, c'est en Angleterre, ils sont 20 clubs et c'est les meilleurs. C'est le début, Cantona, du foot anglais tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Tel qu'on le consomme aujourd'hui ? Parce que c'est aussi un produit. Je pense que paradoxalement, il a ouvert des portes, il a ouvert l'imaginaire de certains décideurs, de certains clubs. On ne va pas oublier aussi que la France, c'est quand même une réputation de formation, c'est souvent des très bons joueurs. Et puis après, il y a Arsène Wenger qui est venu complètement transformer. Vous savez que c'est lui qui a amené l'hygiène, la diététique, c'est ahurissant, mais quand il arrive à Arsenal, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc je pense que, oui, comme tous les artistes, il a mis une petite graine de tous les possibles dans la tête de ces gens qui, comme on vient de le dire, eux, ils pensaient uniquement marketing, pognon, moderniser les stades et finir le hooliganisme. Donc je pense, oui, qu'il a ouvert beaucoup de portes à beaucoup de footballeurs qui peuvent lui dire un grand merci parce que c'est là qu'il y avait l'argent, quoi. C'était du côté de la Première Ligue. Oui. Et il faut se rendre compte de la violence parfois des Anglais. Quand Arsène Wenger arrive en 96 à Arsenal, la une je crois de Sun, c'est Arsène Who. Arsène qui Ferguson, qui est coach de Manchester United, il dit face cam, mais que vient faire un entraîneur étranger en Angleterre ? Jamais il ne gagnera le titre. L'année suivante, Wenger et Arsenal font le doublé Coupe Championnat 97-98. C'est la bonne réponse, quoi. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que ça a ouvert... en fait, Eric Cantona, je dirais qu'il a ouvert la porte et Wenger a défoncé la porte. Et puis à ce moment-là, on a eu un déferlement de qualité grâce à l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Frédéric parlait des pelouses. Les meilleures pelouses du monde, elles sont en Angleterre. Les meilleurs stades du monde, ils sont en Angleterre. Il n'y a pas les meilleurs supporters en Angleterre parce que peut-être qu'on peut évoquer la culture foot en Angleterre qui est quand même pas dingue. Mais c'est vrai que Cantona a vraiment été le précurseur. Clairement. Oui. Donc il a frappé un facho et grâce à ça, les portes de l'Angleterre se sont ouvertes aux étrangers. C'est pas beau ça. C'est toute la symbolique. C'est pour ça que c'est mythique, c'est mystique ce geste. Je rajouterais aussi qu'il y a un Belge qui a joué un rôle important, Bosman. L'arrêt Bosman arrive à ce moment-là et à ce moment-là c'est vrai que les joueurs peuvent gratuitement partir à la fin de leur contrat et c'est là aussi où la puissance financière anglaise va parler. Alors, cette agression d'Eric Cantona, elle prend place dans le Hall of Fame ou le Hall of Shame, vous choisirez l'expression que vous voulez, des pétages de plomb sur le terrain de grands joueurs. Et on va parler de ce sujet-là parce que c'est au-delà de Cantona, c'est pourquoi à un moment donné des grands joueurs pètent les plombs. Et sans doute, si on devait mettre un podium, il serait devant ou derrière le pétage de plomb d'un autre joueur français, Zinedine Zidane, en finale de la Coupe du Monde en 2006. On se remet ça dans les oreilles. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Oh Zinedine. Oh Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe.
Sur l'image qu'on a vue, on ne peut pas reprocher à l'arbitre argentin de sortir le carton rouge, évidemment. Mais c'est terrible. C'est terrible. On était dans un conte de fées jusque-là. Ce qui s'est passé avant, voilà, ça, je sais pas, on l'a pas vu, mais... Mais quoi qu'il arrive, Zinedine ne doit pas répondre, Jean-Michel. Absolument non, mais aucune circonstance à tenir. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Zinedine Zidane et son coup de tête en finale de la Coupe du Monde contre Marco Materazzi, joueur italien évidemment, en 2006. Alors, Imad Messoudi, c'est un autre pétage de plomb, voilà, sur un terrain. Alors, c'est pas un supporter, c'est pas un facho, j'en sais rien, mais je crois pas, Marco Materazzi. Mais par contre, il y a quelque chose de commun, par qui sont tous les deux français, c'est des insultes. Des insultes qui les ont à un moment donné vraiment révulsés. Ici, c'était contre la maman, je pense, de Zinedine Zidane. La maman, la sœur, ouais. Alors oui, c'est vrai. Alors il faut aussi remettre le contexte. On a entendu Thierry Gilardi. Je crois que la phrase est aussi iconique que le geste. Et donc on est en finale de la Coupe du Monde. C'est le tout dernier match de Zidane qui annonce sa carrière. Donc on sait qu'il ne jouera plus. Il marque un penalty, une panenka sur Buffon, qui est le meilleur gardien du monde à ce moment-là. Il met une tête sur la barre. La France aurait dû être championne du monde ce jour-là. Et là, ici, c'est une discussion où ils marchent tous les deux. En plus, ils se connaissent parce qu'ils jouaient tous les deux. Zidane a longtemps joué à la Juventus de Turin. Materazzi, c'est un fouteur de merde. Et ce geste, c'est vrai que c'est inouï. Et en même temps, les suiveurs savaient que Zidane était quelqu'un qui pétait régulièrement les plombs. Il a été exclu plusieurs fois en Ligue des Champions avec la Juventus de Turin. Et donc, à un moment, ça snap. Et ici, c'est vrai qu'on se dit sur le match le plus important, peut-être de son histoire, faire ça, comme dit Gilardi, c'est pas maintenant, pas ça. Est-ce que ça veut dire que le pétage de plomb fait partie de la culture foot ? Ça fait partie de l'être humain. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des humains, les footballeurs. Je veux dire, c'est rassurant, quelque part, de se dire que c'est pas des machines, quoi. C'est ça qui les rend parfois créatifs et beaux, quoi. Mais le point commun, c'est... À un moment donné, voilà... La pression aussi. Oui, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on se dit que tout est possible dans la vie sur un terrain, même ça. Zidane, c'est encore plus énorme, quoi. C'est pas un match de championnat à Selhurst Park, c'est une finale de Coupe du Monde. C'est ahurissant. Mais vous devez savoir que les meilleurs joueurs du monde se font insulter, quand les caméras ne regardent pas, des coups de coude. Pourquoi ? Parce que quand tu as les moyens footballistiquement de l'empêcher d'être bon, comme Materazzi par exemple, qui n'a fait rêver pas grand monde au niveau du football, c'est tout le match comme ça, c'est des insultes par rapport à la... Et voilà, et un jour tu pètes une case. Imaginez Zidane. Tout le monde a sa part d'ombre. Quand on a Zidane, je veux dire, c'est pas non plus des anges. Et là, ils l'ont exprimé. Voilà. C'est terrible pour la France parce que je pense vraiment qu'ils auraient été champions du monde s'il n'y avait pas eu ce pétage. Ah oui ? Ah oui, vraiment, footballistiquement, oui, je pense. Ça se finit au penalty. Alors, c'est souvent une loterie. Si vous le maîtrisez, non, mais c'est souvent une loterie. La différence entre les deux cas, c'est qu'il y en a un qui a pu donner une dimension politique quasi messianique à son geste. Bon, Zidane, lui, il reste avec ça un peu plus comme une tâche, même si beaucoup de gens peuvent comprendre que si on insulte sa sœur ou sa maman, on pète un plomb, sans doute. Alors, je sais pas si ça reste une tâche. Je pense que c'est un what if encore, un moment qui aurait pu être, mais il marque 2 fois en finale en 98. Il a fait des tellement beaux gestes. Le match contre le Brésil en quart de finale de cette Coupe du Monde-là, c'était exceptionnel. Moi, j'étais à Francfort avec des amis dans la fan zone autour de Brésiliens. Vous savez, les Brésiliens, c'était genre les meilleurs supporters du monde, ils étaient fun et tout. Quand ils ont perdu le match, c'était des supporters nullissimes qui râlaient, alors que Zidane avait fait probablement le plus beau match de son histoire. Donc non, je crois pas que sa légende a été à ce point-là ternie par ce geste-là. C'était beau, c'était un conte de fées, comme dit Thierry Gilardi, qui s'est mal terminé, mais ce qu'il a fait avant était tellement incroyable que non. Mais Fred Wassège, est-ce que désormais, dans le football moderne, on veut dire ça comme ça, c'est une expression un peu éculée, mais les joueurs ne sont pas beaucoup plus lisses, c'est-à-dire formés psychologiquement à subir sans arrêt ces insultes, des Messi, des gens comme ça, c'est des gens très très lisses. Aujourd'hui, ça a toujours existé, il y a toujours des joueurs plus lisses que d'autres. Mais enfin là, j'ai quand même l'impression qu'on fait tout aujourd'hui dans les clubs pour éviter désormais que les joueurs soient trop exubérants ou justement pètent des plombs, quoi. Oui, et puis tous les joueurs ne sont pas Cantona ni Zidane, donc ils ont
s'ils pètent une case comme ça, eux, on va les dégager tout de suite parce que des comme eux, il y en a peut-être 10 derrière. Tandis qu'eux, c'était des mecs qui savaient très bien qu'ils étaient au-dessus de la mêlée. Mais le football actuel est devenu, il y a tellement de pognon que maintenant c'est devenu des marchandises. Ils sont formatés, ils ont des entourages de 15 personnes qui doivent aussi manger sur la bête. Donc souvent, ils doivent se cadenasser parce que en fait, ce sont devenus comme des multinationales, les grandes stars, avec tout autour des gens qui veulent vivre grâce à lui. Donc on les formate. Les clubs après, aussi. Avec le risque de bashing sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas à l'époque de Cantona et à l'époque de Zidane, même en 1998, c'est peut-être pas très étonnant qu'on ait des personnalités aujourd'hui qu'on est obligé de faire très lisse, sans aspérité, avec rien sur lequel personne puisse venir s'accrocher pour critiquer. Ouais, c'est ça. Il faut vendre le produit. Voilà, il faut vendre. Ce sont devenus ils font partie d'un business et Dieu sait si les instances très hauts de FIFA, UEFA sont les premiers à vendre ce sport, à se vendre eux-mêmes leur âme, les convictions, les vertus premières du sport, c'est rassembler, c'est la tolérance, la lutte contre le racisme, etc. Voilà. Enfin, ils mettent plein de choses en place. Et vous avez vu, on a fait la dernière Coupe du Monde, quoi. Voilà. Donc, ils font partie d'un business qui fait qu'on les rend un petit peu lisses et ils savent très bien qu'ils n'ont pas intérêt à trop déraper. J'ajouterais aussi que dans les clubs pro, les gros clubs pro en Angleterre aussi, il y a des psys en fait maintenant. Il n'y a plus de honte désormais à avoir un entourage psychologique, à avoir, et c'est vrai comme disait Fred, il y a beaucoup de gens autour des joueurs, beaucoup de gens dans les staffs. Il y a vraiment une professionnalisation qui est devenue extrême aujourd'hui dans les tout grands clubs. Et c'est vrai que ça peut aider. Il y a aussi, je dirais qu'en termes de jeu, on a vu une évolution très très importante. Les arbitres sifflent plus les petites fautes. Non, c'est pas ça. Pardon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de place pour le génie. Des gens comme Zidane ou comme Cantona ont joué un football assez lent en fait, où les caractéristiques physiques étaient pas nécessairement ultra importantes. En plus, Cantona était un gars qui faisait plus d'1m90, il me semble, qui était très grand, très large, très physique déjà lui-même. Un peu comme Lukaku quoi, aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça. Sauf que aujourd'hui, les demandes physiques sont extrêmement importantes, des courses à haute intensité très très nombreuses. Il y a des schémas tactiques qui sont très très développés. C'est moins le geste technique. Je dirais que le geste technique est impliqué dans un dispositif. C'est moins spontané quoi. Je veux pas perdre nos auditeurs, mais le jeu de position par exemple, c'est quelque chose qui est assez peu, même dans nos médias d'ailleurs on en parle assez peu, mais qui est vraiment aujourd'hui la base pour tous les gros clubs. Et dans ce jeu de position là, les génies de l'époque avec une caisse physique peut-être un peu moins importante ou le jeu en tout cas un peu plus lent, ils avaient plus de place pour s'exprimer. Aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas et les tout bons joueurs, Ronaldo ou Messi pour prendre les dernières années, c'était limite des robots parce que physiquement ils étaient extrêmement performants, là où Cantona il arrête à 30 ans. Oui, il ne faut pas oublier, quand Ronaldo, il est toujours en train de jouer, il va avoir 41 ans. Donc c'est vrai que cet aspect-là, je pense, fait que des génies, ils sont peut-être un peu moins présents aujourd'hui. Fred Boissège là-dessus. Ouais, mais Cantona, c'était plutôt la beauté du geste. Et Ronaldo, par exemple, c'est le rendement, c'est les chiffres, c'est les trophées. C'est pas la même motivation pour s'exprimer. Mais c'est vrai que le football a énormément changé, que ces deux joueurs étaient quand même, ça va 2-3 fois plus vite maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a fait des progrès dans la préparation mentale, dans la préparation physique, et dans l'hygiène de vie, comme je disais tout à l'heure. Dans les datas aussi. Oui, les datas, oui, je sais, malheureusement. Mais je pense qu'à la fin, c'est quand même des génies comme ces deux-là qui feront la différence et c'est quand même le petit plus par rapport à. C'est vrai qu'il y a des équipes qui, rien que par leur organisation et leur course, battent ou bien empêchent de gagner un adversaire nettement meilleur qu'eux. Mais c'est toujours ce genre de joueurs-là qu'on paye le plus parce que eux, malgré une adversité, une organisation parfaite en face, sur un petit geste, une petite inspiration, ils arrivent à faire la différence. Après, moi, j'adore la data. Je sais que Fred n'aime pas, mais vous savez que dans chaque maillot, à l'arrière des maillots, dans le dos, il y a une petite puce GPS dont tous les joueurs de foot professionnel et qui permet en fait de noter la vitesse des courses, le nombre de touches que vous allez faire, toutes ces données-là qui sont ingérées par les clubs. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer quand on a mettre un maillot avec une puce GPS dans le dos. Oui, c'est ça, oui. On la verrait en tout cas, puisqu'il relevait son col, on la verrait à chaque fois. Mais la data c'est bien, mais t'as le mec qui a les meilleures data, qui va faire le meilleur match le samedi soir. Si sa femme le quitte le vendredi, la veille du match, il sera mauvais. Il sera très bon parce qu'il a envie de se défoncer. Un des deux. Fred Boissège, encore un dernier mot pour terminer, parce que juste sur la fin de carrière là, de Cantona, puisque vous l'avez connu quand vous étiez, je pense, entraîneur de l'équipe de football de plage, de beach soccer. Ouais. Et lui, s'est reconverti là-dedans. Il a fait acteur, il a fait musicien, etc. Mais il s'est reconverti là-dedans. Il a eu une carrière après tout. Oui, c'était lui le sélectionneur de l'équipe de France. Il était joueur et puis sélectionneur.
Et c'est lui qui a permis l'essor de ce sport au niveau mondial même, pas qu'européen. Et donc, on a eu la chance de se croiser quelques fois. Il vous a fait quelle impression? Vous retenez quel souvenir? Au départ, c'est pas un clown, c'est pas jovial. Je veux dire, non, il est assez taiseux, il est dans son coin là. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est sa disponibilité, sa gentillesse. On a fait notre premier tournoi au stand là. Il a signé, il a fait 100 photos, 200 autographes. Il était d'une grande disponibilité avec les gens. Et moi, pour essayer un petit peu, parce que nous, on avait besoin de la France pour se faire connaître. On parlait la même langue. Donc moi, la première fois qu'on l'a rencontré, je lui ai offert un disque d'Arnaud et un livre de Jean-Paul Dubois, qui est mon auteur préféré. Et là, j'ai senti... tiens, c'est très rare au milieu du foot qu'on offre des trucs culturels. On offre des paniers de fruits, une bouteille de vin. Quoi. Et là, il y a eu un petit truc. Et pendant 2 ans, on a été les Belges. Ils nous emmenaient partout parce que tous les tournois européens voulaient la France pour Cantona. Et comme ils nous aimaient bien, ils disaient on vient si les Belges viennent avec nous. Les Belges. C'était magnifique. L'histoire méconnue entre Éric Cantona et le foot belge s'est passée sur une plage. Merci Frédéric Wassège d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, consultant, puis aussi ancien joueur. Merci aussi Imad Messouni, on était ravis évidemment de vous avoir avec nous. Avec plaisir. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, à la réalisation Guillaume de Smet et à la coordination Émilie Malice.